Oussama, c'est un mec très impressionnant, vous allez voir. C'est le cofondateur de The Family. The Family, c'est un incubateur à start-up qui est basé sur le modèle de Y Combinator où ils prennent un petit pourcentage d'equity contre un accompagnement. C'est un truc qui a super bien marché. Ils existent que depuis quelques années et ils ont déjà 5 entreprises qui ont une valorisation supérieure à 100 millions d'euros. C'est un mec qui a plein d'idées contrariennes, vous allez voir, c'est très sympa de l'écouter parce que ça enrichit vachement et puis c'est vachement divertissement et j'ai beaucoup apprécié cette interview. Qu'en fais-tu quand tu te sens dispersé ou un peu déconcentré? Est-ce qu'il y a une question qui te pose ou quelque chose que tu fais pour te remettre sur les rails? J'essaye toujours de revenir au cœur de pourquoi on fait les choses. Souvent je me pose la question de façon très réflexive, est-ce que moi, ça m'aurait été utile en tant qu'entrepreneur ou pas? Et je trouve que c'est un bon guide. C'est un bon guide de revenir à l'essence et au plus profond de soi. Se reconcentrer. Alors, dis-moi Oussama, quel est le livre que tu as le plus offert pendant ces 6 derniers mois? Ou 2-3 livres qui ont beaucoup influencé ta vie? Alors, le livre que j'ai le plus offert sur les 6 derniers mois, c'est un livre qui s'appelle Rules for Radicals, d'un mec qui s'appelle Alinsky, qui est un vrai livre de chevet ici. C'est un livre qu'on a lu avec Nicolas Collin au tout début de The Family et qui a été écrit dans les années 60, je crois, ou 70, je sais plus, par un mec qui voulait organiser les communautés noires de Chicago à se prendre en main. Ça a été le livre de chevet de la campagne d'Obama en 2008, qui est sur comment organiser des grassroots, une révolution, un combat, etc. Et il y a beaucoup de startups qui sont dans cette configuration où elles ont besoin d'engager une communauté pour un objectif, quoi. Donc c'est le livre que j'ai le plus offert. Alors comme c'est un livre que j'ai beaucoup lu déjà, j'ai aussi les livres que je lis en ce moment. Et alors en ce moment j'ai une petite passion un peu bizarre. Je me suis pris de passion pour les Vikings, parce que j'ai vu la série Vikings qui m'a fasciné. Et je me suis rendu compte que les Vikings, c'est les entrepreneurs du 8e siècle. C'est des gens pauvres et marginaux qui sont partis de Suède, Danemark, Norvège, Finlande, qui ont conquis toute l'Europe, la péninsule arabique. Les Vikings se sont installés en Sicile pendant des siècles. Ils ont conquis la Méditerranée. Ils ont été jusqu'en Amérique. C'est les premiers à avoir été en Amérique. Ils n'ont pas trouvé ça très intéressant. Il n'y avait pas beaucoup d'or, ils sont revenus. Et ils ont fondé l'Islande. Loki est le fondateur de l'Islande. C'est un shipbuilder viking fascinant. Ragnar Lodbrok, Iron Björnserk. C'est des personnages fabuleux en fait qui m'ont fasciné. Et je trouve ça très inspirant parce que ça résonne beaucoup avec qui je suis. Où tu as l'idée que tu démarres de peu, que tu te bats de façon très pragmatique. Enfin, toutes les images qu'on a sur les Vikings, de guerriers, etc., est assez fausse en fait. C'est des gens très pragmatiques, très stratèges, qui font à la fois la guerre et le commerce. C'est en fait des très grands commerçants qui ont eu des relations incroyables avec le monde musulman. Ils ont été jusqu'à Bagdad. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur les Vikings et ça m'a fasciné. Alors moi, je suis un grand fan d'histoire. Je trouve qu'il y a des sources d'inspiration incroyables. Et c'était une histoire du monde que je ne connaissais pas du tout. Et il faut imaginer qu'il y a un type qui s'appelle Knut le Grand, qui a été roi d'Angleterre, qui était viking, qui a conquis le royaume d'Angleterre à la hache, qui a été roi d'Angleterre, de Norvège, du Danemark, et qui avait une sorte d'empire pendant 60 ans dans tout le nord, tous les Saxons. On est en 954, je crois, quelque chose par là. Et donc, tu comprends plein de choses en fait. Tu comprends les influences saxons, pourquoi les Nordiques sont si proches des Anglais, comment les royaumes d'Angleterre ont été unifiés. Et tout ça, tu vois, Knut le Grand, là, il était fermier de naissance. C'est invraisemblable en fait. Et les sociétés vikings sont incroyables parce qu'elles sont très décentralisées et avec un leadership très fort. Donc ils ont des chefs mais qui sont choisis par la meute. Les gens gagnent leur étalon de guerrier par les victoires, les batailles, le commerce, leur intelligence. Ils sont très curieux, ils apprennent toutes les langues. Et c'est un peuple, c'est marrant parce que ça a duré 3 siècles. C'était fulgurant et c'est retombé. Ils ont été décimés pour des raisons assez mystérieuses.
et jusqu'à maintenant, il continue à être dans un univers, enfin, tu vois, à nous fasciner. Alors, sans doute de façon un peu caricaturale. Quand tu commences à rentrer dans le sujet, c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà. Et donc, j'ai lu plein de livres d'histoire assez obscurs sur les Vikings, d'historiens des années 50, 60, à la première mode viking. Et ça m'a beaucoup plu. Ça a beaucoup résonné avec ce que je fais The Family. D'accord. Ouais, du coup, faut regarder la série Vikings. Faut regarder la série Viking. Elle est incroyable cette série. Ok, très bien. Dernièrement, est-ce que tu as. Parce que c'est ouf, ça, les Vikings, c'est des entrepreneurs en fait. Tellement. C'est vrai. Et est-ce que tu as. C'est quoi l'achat de moins de 100 euros Mmh. que tu as acheté pendant les 5 dernières années, ces derniers mois, qui a eu le plus d'impact sur ta vie? L'achat de moins de 100 euros qui a eu le plus d'impact sur ma vie. Alors, ça, c'est une question intéressante. Faut que je réfléchisse un peu. J'ai un truc, je sais pas si c'est un bon truc à raconter. Mais quand j'ai 18 ans, j'ai acheté un ticket de millionnaire, j'ai gagné 10 000 euros. Sérieux? Ouais. Donc 10 euros, 10 000 euros, meilleur investissement ever. Mais blague à part, je fais beaucoup d'achats de 100 euros pour un grand impact sur ma vie, c'est les livres. Un truc qu'on oublie, c'est à quel point le savoir reste majoritairement dans les livres. Internet, c'est formidable, je suis un grand défenseur d'Internet, on apprend plein de choses sur Internet. Mais ce que je trouve Internet rend incroyable, c'est cet accès tellement simple au livre. Et un truc que les gens sous-estiment, c'est qu'un livre acheté, c'est un livre à demi-lu. Le simple fait de le posséder, d'avoir feuilleté, d'avoir lu la 4e de couverture, le titre, un chapitre ou deux au hasard, ça a déjà eu un impact sur toi en fait. T'as pas besoin de lire tous les livres religieusement, page par page. J'ai jamais compris ça. Il y a des gens très scolaires sur les livres. Il faut lire les livres de la première à la dernière page. Et la deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de livres pas très intéressants que beaucoup de gens achètent, notamment les livres business, etc., qui sont rarement... C'est très rare d'avoir des vraies plumes dans le monde du business. Tu vois. Souvent écrits par des nègres qui s'en foutent, qui font ça, sur le côté... Alors qu'en fait, tu as des œuvres qui ont passé l'épreuve du temps et qui sont intéressantes, des mémoires, des biographies. Enfin, l'inspiration de tous les gens héroïques de l'histoire, quel que soit le domaine dans lequel tu es, t'as pas besoin, pour être inspiré, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'un entrepreneur a fait il y a 20 ans. Tu peux aussi savoir ce qu'a fait un général romain il y a 2000 ans. Il y a un côté... c'est suffisamment abstrait pour que tu y trouves des leçons et des choses qui résonnent en toi. Et puis c'est comme ça, résister à l'épreuve du temps, il y a une sorte de filtre. Il y a 50 000 livres qui sortent par an, savoir lequel est le bon l'année où ils sortent, c'est dur. 200, 300, 1000 ans après, il y a beaucoup de gens qui ont fait le travail de savoir quel livre valait le coup d'être sauvé, quoi. Donc il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des classiques, quoi. Donc je pense que c'est beaucoup de livres à moins de 100 euros. Mais rien d'autre, j'achète jamais rien en plus. Alors, j'ai pas beaucoup de possessions, moi. Je possède pas des trucs, quoi. Je perds tout en plus. Donc. Mais les livres, c'est très bien. Non, C'est marrant, c'est comme la musique, c'est pareil, le tri du temps qui est Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, tu regardes les premiers livres de business, genre c'est Cal Grow Rich ou To Build Fast and Friends People, quoi, ça. Ouais, c'est un bon exemple, ils ont résisté 15 ans. Plus que 15 ans. Même plus que 15 ans, ouais. Ok, t'as rien ajouté comme petit achat, petit investissement, un Non, programme, un ticket quelque part, un séminaire. À moins de 100 euros, malheureusement, c'est sans doute plus cher souvent ça. Après, à 500 euros. Après, il y a un truc intéressant à dire aux gens, que je pense profondément, c'est que investir dans soi, c'est un truc con à dire, c'est tous les motivational speakers of this world say it every day, mais c'est vrai en fait. C'est le truc le plus con que je peux dire aux gens, c'est que ça a un impact géométrique d'investir dans soi. On fait des cours sur un sujet et en fait, 20 ans plus tard, on a une épiphanie et c'est utilisé d'une façon différente, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à prendre du plaisir et à profondément investir dans soi. Ça n'a pas de prix en fait. Si on peut, et notamment, voyager et manger, c'est deux activités extraordinaires pour ça. Récemment, j'étais invité par un mec qui réfléchit à
comment faire pour que les enfants soient plus ouverts d'esprit, plus innovants, plus créatifs. Je dis, mais il y a un truc vraiment con à faire. C'est apprendre aux enfants à manger des choses bizarres. Les enfants sont programmés pour être conservateurs. Il suffit de voir un enfant face à la nourriture pour voir à quel point la majorité de l'humanité est condamnée à être conservatrice. Parce que si tu dis à un enfant, tiens, on va mélanger des framboises et du bœuf, ah, quoi? Mais c'est bizarre. Ça, c'est la réaction naturelle d'un enfant. Et amener un enfant à manger des trucs bizarres, créer des trucs bizarres, casser les barrières, prendre des choses qui ne sont pas faites pour être ensemble. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup avec mes neveux et nièces. Je cuisine beaucoup avec eux et j'essaie de cuisiner des choses étranges. Pas des trucs qu'ils peuvent manger à la cantine ou chez eux, etc. Et je les force à aller, à leur dire non, tu goûtes. Est-ce que si on mélange du jambon sur un biscuit, est-ce qu'il n'y a pas un truc magique qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas... Et en fait, ça commence par un truc aussi con, l'ouverture d'esprit. Ça commence par... Et c'est pour ça qu'avant, voyager, c'était tellement agréable. Parce qu'avant, tu voyageais, tu voyais des choses que tu n'avais jamais vues de ta vie. Et tu avais soit une réaction de rejet, ce sont des choses bizarres, soit ça te permettait d'apprendre à voir le monde de plein d'aspects différents. Bon, maintenant, où que tu voyages, ça ressemble un peu à la même chose. Bon, pas complètement, mais l'expérience... Par contre, dans la nourriture, elle reste. Tu vois, et moi, j'adore manger des choses étranges, même des choses que j'aime pas, même si je ne vais pas les manger tout le temps, mais juste pour avoir ce muscle de l'ouverture d'esprit qui est intéressant. Je ne m'interdis rien en cuisine. Et parce que je ne m'interdis rien en cuisine, je pense que ça a de l'impact sur le reste de ma vie, en fait. Et je pense que c'est vraiment... Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la chaîne Kids React, qui est une chaîne sur YouTube où on donne des trucs bizarres à manger aux enfants. C'est triste à quel point les enfants sont programmés, en fait. On met peu d'années à programmer un enfant, on met des années à se déprogrammer dans la vie. Et je pense qu'on fait une vraie erreur à toujours leur faire manger la même chose. C'est marrant parce qu'on pourrait penser à l'inverse, que les enfants sont plus ouverts, ils sont plus non, je curieux. pense pas. Je pense que c'est horrible. Je pense qu'il faut une vie pour apprendre à être ouvert, curieux, etc. Mais c'est normal, les enfants ne peuvent pas se protéger, ils sont drivés par la peur, beaucoup plus que quand on est adulte, et donc forcément ils ont des réactions de gens qui ont peur en fait. Les enfants et les vieux, même combat. Hein. Les vieux, quand ils commencent à être fragiles, ils ont peur de tout. La dernière fois j'étais à un supermarché et une vieille elle essaie d'attraper un truc. Bon, j'avais une grosse barbe, ce j'étais pas très... je lui attrape le truc et j'ai cru qu'elle allait partir en courant. Quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle croie que c'est une agression? Elle a peur, elle est fragile, et c'est triste en fait. Mais je pense que c'est un vrai processus actif avec les enfants et avec soi-même de sortir de cet état d'esprit. Donc le plus beau cadeau qu'on peut faire à les enfants, c'est de les aimer tellement qu'ils n'ont pas peur pour qu'ils s'ouvrent à... Je pense. Ouais. Et je pense leur donner des cours de cuisine bizarres. Ouais. Est-ce que tu recommandes du coup comme voyage de prendre du LSD ou des champignons pour... Parce que c'est une forme de voyage. Moi je suis un peu vieux jeu là-dessus, je suis pas très drogue. C'est juste ces deux drogues qui sont un peu... Ouais, non mais écoute, encouragées par... j'ai pas de jugement à faire sur les gens qui prennent la drogue. La raison pour laquelle j'ai jamais pris aucune drogue, moi, c'est parce que je tiens beaucoup à mon cerveau. J'ai un rapport très amoureux à mon cerveau, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, il a plein d'imagination. C'est recommandé par Steve Jobs quand même. Ouais, mais je pense que Steve Jobs peut dire des grosses conneries, quoi. Alors, pour moi, la drogue, c'est comme les OGM, c'est comme le nucléaire. Okay. C'est ce qu'on appelle des fat tails. C'est-à-dire que tu as une toute petite chance que ça se passe mal, mais les conséquences sont tellement graves que je trouve que ça ne vaut pas le coup. Moi, je suis anti-nucléaire parce que je ne comprends pas. Ok, une centrale nucléaire a 0,0001% de chance d'exploser, très bien. Je trouve que c'est trop. Parce que quand elle explose, Fukushima, c'est 60 000 ans avant que ce soit décontaminé. 60 000 ans. Qui peut être assez cinglé pour faire prendre un risque pareil à l'humanité? Les OGM, c'est la même chose. Tous les mecs qui disent il faut être anti-scientifique pour être contre les OGM. Il faut être complètement con pour être pour les OGM. Les OGM, c'est 0,001% de chance que ça se propage et que ça détruise tout. Mais le jour où tu as un OGM de blé qui a défoncé tout le blé dans le monde, comme un virus et comme un parasite, on sera bien content qu'un mec ait fait une erreur dans un labo, tu vois. Et les centrales nucléaires, ça explose, et les OGM, ça se propage, etc.
Et je pense que les drogues, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as un côté, je pense que les gens valorisent plus leur optionnalité que, que la réalité des risques qu'ils prennent. Et à l'inverse, il y a cette dissonance cognitive où les gens prennent du LSD avec un vrai risque de finir schizo et de devenir dingue. Alors, c'est rare, mais c'est réel. Et à l'inverse, ils disent, ouais, je vais pas faire ma boîte, tu comprends, ça pourrait rater. C'est pas le même genre de risque, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment peur des fat tails. Donc, les drogues... Les fat tails. Ouais, ça s'appelle les fat tails. C'est le fait que c'est une longue tail, comme ça, très longue. Mais à un moment, tu as des pics dedans, aléatoires, que tu ne vois pas venir. Tu sais, Fukushima, c'est une histoire tellement triste où les mecs avaient fait des milliers de scénarios d'accidents qui pouvaient arriver. Et ils avaient modélisé les séismes, ils avaient modélisé les tsunamis, ils avaient modélisé les feux, ils avaient modélisé les attentats. Ils avaient fait travailler les mecs les plus intelligents du monde. Et personne n'avait pensé à un tsunami et tremblement de terre le même jour, qui est un phénomène rarissime. Et donc, les mecs, tu te dis, mais évidemment qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on ne peut pas penser à tout, en fait. C'est la nature humaine qui est comme ça. Faut pas faire confiance à notre cerveau. Ok. Est-ce que tu as un échec, ou un échec apparent, qui t'a permis par la suite de réussir beaucoup mieux? Est-ce que tu as un échec préféré, quoi, ou... Alors, j'ai pas d'échec préféré, moi j'aime pas les échecs. Ouais, mais c'est important parce que beaucoup de gens disent les échecs, c'est bien, machin. Les gens qui disent ça sont des gens qui n'ont pas vraiment échoué, parce que la valeur éducative d'un échec, c'est que ça fait mal. Alors tu vois, moi j'ai été condamné récemment en justice à 4 mois de prison avec sursis, dans le genre, c'était pour une affaire qui a 10 ans. Ça c'est le genre d'échec qui t'apprennent beaucoup, parce que il y a 10 ans j'ai fait une erreur que je ne referai pas aujourd'hui. Je l'ai fait parce que j'étais en stress, parce que comment? Bon, j'ai fait une fausse facture de 5 000 euros. Et bah oui, parce que Oussama n'a pas été jugé à l'aune des événements de 2010, il a été jugé à l'aune de qui il est en 2018. Et donc la justice considère que je suis un symbole et un exemple et tout ce que tu veux. Mais c'est très bien, enfin je veux dire, il y a un moment dans la vie, tu fais des erreurs, tu payes pour ces erreurs, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est que c'est des cicatrices dont tu te souviens. Si la compta de The Family est aussi impeccable, c'est parce que je veux plus jamais recommencer ça en fait. Et c'est important, tu vois, dans la vie, tu prends des vraies leçons quand tu as pris des vrais coups. Et c'est pour ça que les échecs, faut pas en avoir peur. On fait tous des erreurs, on fait tous des conneries. J'ai une vie un peu plus intense que la moyenne, donc les erreurs et les conneries que je fais sont un peu plus intenses que la moyenne. Mais rien ne tue. Rien. Les gens pensent que c'est la fin du monde. Ben non, mais la justice, elle est là pour ça. La justice, il y a 2 personnes qui ne s'entendent pas. Ils entendent les arguments, ils rendent une condamnation. Tu prends la condamnation, tu n'es pas content, tu fais appel. Tu es content, tu passes à autre chose. Tu vois. Et c'est ça qui est important en fait. Ce qui est important, c'est que ça, c'est un cas extrême. Je n'aurais jamais pensé à vivre un cas aussi extrême. Bon, c'est pas grave. Faut vraiment l'internaliser. Et c'est pour ça qu'il faut vivre aussi des vrais échecs. Au sens où il faut aller au bout des choses. Tu penses que ta boîte, si tu fais quelque chose, elle peut mourir, mais c'est peut-être quelque chose d'intéressant à faire, va dans ce process. Évidemment, si tu sais d'avance que ça ne va pas marcher, machin, ok. Mais si tu as un peu d'espoir, il y a de la vie. Et tu deviens très, très, très antifragile dans cette truc. Parce que quand tu as vécu des trucs aussi durs, le quotidien paraît tout de suite beaucoup plus simple en fait. Tu vois, moi j'ai eu la chance récemment d'avoir un vrai bad buzz dans la presse où j'ai eu plein de mauvais articles sur moi et tout. Alors tout le monde voit les mauvais articles, t'envoies des messages, courage, faut tenir. Alors tu te dis, mais tenir à quoi en fait? J'ai pas trop compris en fait. Mais ce qui est génial, c'est que c'est une épreuve de vie. Tu te lèves le matin et tu te dis, ok, je suis solide. Je peux vivre avec ça. Et donc je fais partie des gens qui peuvent vivre avec ça. Bon ok, montons un échelon, faisons plus, faisons mieux, faisons plus fort. Alors évidemment, plus tu es important, plus tu dois faire attention à la ligne jaune. Plus tu es important, moins tu dois
être flou, plus tu dois être transparent. Et d'ailleurs, le vrai test, tu vois, c'est tes associés, tes employés, tes machins, puisque eux, ils connaissent un Oussama en 2018, qui est très différent de l'Oussama en 2010, et aucun a le moindre doute sur toi, quoi. Et là, tu te dis, ok, il y a un truc incroyable qui s'est passé, c'est que si j'avais eu le même problème en 2010, tout le monde m'aurait abandonné. Parce que j'étais pas enthousiasmant, parce que j'étais pas à la hauteur. En 2018, bah, on subit ensemble, on vit ensemble, on survit ensemble, on fait encore mieux ensemble. Et c'est ce cycle de toujours mieux. Et je pense que les gens sont trop dans le statique. Déjà, on passe notre temps à avoir l'impression qu'on connaît les autres. Tu sais, c'est un truc qui me fascine toujours. Des jugements. Ah, lui, il est comme ci, ah, lui, il est comme ça. Ok, mais qu'est-ce que t'en sais? Le mec, il a eu 10 vies, il a changé. Déjà qu'on a du mal à être le même que l'année d'avant. Alors, imagine, tu vois. Et pourquoi? Parce que tout le monde oublie que tout ça est un processus dynamique. Mais on a toujours, tu sais, des espèces de snapshots sur les gens. Genre, ouais, Zuckerberg, c'est un geek timide. Attends, mais le mec, il est PDG d'une boîte cotée en bourse qui vaut 400 milliards. C'est plus un geek timide. C'est le patron d'une boîte incroyable qui a mis un costume, qui a été au congrès. Ouais, ok, il n'était pas à l'aise. Ok, d'accord. Mais il n'empêche, il l'a fait. Et il a répondu aux questions. Donc, arrête de le juger avec l'image que tu as de lui quand il avait 19 ans. Parce qu'en plus, c'est même pas rendre service ni à lui, ni à sa boîte, ni à... Et donc, il y a ce côté toujours être figé dans les images. Avec en plus ce côté un peu le passé, tellement beau. Comme le passé, ça n'existe pas forcément, c'est toujours bien. Déjà qu'on a du mal à se souvenir vraiment de ce qui s'est passé. C'est toujours drôle, tu sais. Il y a ce livre que j'aime beaucoup, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a un mec qui a interviewé des couples de façon séparée sur leur première rencontre. Et il a écrit les histoires. Et tu as l'impression que c'est pas de la même personne dont les mecs parlent. Parce que personne ne retient les mêmes choses. Il y a un mec qui va retenir qu'elle avait des gants en velours et l'autre va dire ouais, il faisait beau, tu vois. Mais parce que les choses qui sont importantes pour nous ne sont pas celles qui sont importantes pour les autres. Et du coup, c'est l'idée un peu qu'il y a des gens qui sont en fixed mindset. Ça... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la différence entre fixed mindset et growth mindset. Est-ce que par rapport pour les échecs, tu penses qu'il y a des échecs qui sont vraiment faciles à éviter, qu'il ne faut pas éviter, en opposition aux échecs que tu ne peux pas vraiment voir, qui sont des essais d'exploration c'est un des tests de The Family, c'est que quand tu as de l'expérience et que tu as fait des conneries, tu peux aider les gens à ne pas faire les mêmes. Ils en feront d'autres, mais au moins... Refaire les mêmes conneries, c'est des mauvais échecs, c'est des trucs... quand ça a déjà été essayé, il faut pas le refaire. Je pense qu'il faut... Après, des fois, tu as des intuitions que ça va être différent. Bon, que ça l'est ou que ça l'est pas. Il faut suivre son intuition. Une des règles que j'essaie d'appliquer, moi, c'est de ne jamais vivre avec la question, comment on dit en français, what if? Qu'est-ce qui se passerait si? Je trouve que cette question, c'est le plus gros tue-l'amour du monde. Parce que quand tu vis avec des what if, tu vis avec des regrets. Et quand tu vis avec des regrets, ça te pourrit de l'intérieur. Et donc moi, j'essaie toujours de me dire, si je me dis, j'aime quelqu'un, je vais lui dire je l'aime. Si j'ai envie de manger quelque chose, je vais le manger. Si j'ai envie de tester quelque chose, je vais le tester. Parce que j'ai pas envie de 3 ans plus tard me dire ah, si j'avais fait ci. Parce que c'est horrible. Parce qu'après, toute ta vie, tu te dis ah, tu sais, il y a tous ces gens qui disent ah, si j'avais parlé à cette fille quand j'étais au collège. Putain, mais comment tu fais pour vivre avec toi-même? Parle. Appelle-la, c'est pas grave. Ça fait 10 ans, c'est pas grave. Appelle-la. Sors-toi les what if de la tête. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant de vivre comme ça, c'est que tu vis plein de choses qui sont décevantes. Parce que tu te fais un fantasme sur quelqu'un qui n'existe pas, tu vas lui parler, mais en fait elle est chiante. Tu passes à autre chose en 2 semaines. Et c'est mieux que de passer sa vie avec une illusion qui n'existe pas, quoi. Donc vraiment, tuer les what if. Tous les jours, il faut se dire, ok, c'est quoi les what if de ma vie, qui sont des dettes, comment je les tue, comment j'affronte ces trucs-là de fond. Quatrième question, si tu avais un gigantesque panneau d'affichage, ouais. Tu connais cette question? Non. Tu as un gigantesque panneau d'affichage, c'est comme aux États-Unis sur les grandes routes, tu pouvais faire passer un message à des millions, des milliards, métaphoriquement parlant. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Ça pourrait être une phrase, un petit paragraphe, quelques mots, des citations. Si tu as des citations pour laquelle tu vis. C'est incroyable comme question. C'est sympa, hein? Elles sont bien tes questions. D'habitude, c'est plus facile de répondre aux questions parce qu'elles sont très connes. Donc tu peux dire des trucs, tu as tout de suite l'air intelligent. Là, tu poses une question qui est vraiment profonde. Bon, ça changerait sans doute souvent, mais en ce moment,
j'écrirai en gros sans permission. J'ai remarqué un truc récemment. Sans permission. Sans permission. J'ai remarqué quelque chose récemment, c'est que on demande trop la permission pour trop de choses. C'est trop cette éducation de la soumission qu'on subit tous. On est tous un peu soumis à nos parents, à l'école, à l'État, à je sais pas quoi, au marché, au qu'en dira-t-on, etc. En fait, c'est étouffant. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, le succès était forcément fondé sur une permission. Parce que le succès était fondé sur deux choses, l'argent ou le travail. Et c'est deux choses où tu as besoin de demander la permission. C'est facile de dépenser de l'argent, mais tu as besoin que quelqu'un te le donne. Que ce soit le tien ou il faut l'hériter, il faut le gagner, etc. Tu vois, tu peux pas faire ça sans permission. Le travail, c'est la même chose. Tout le monde a envie d'être un leader, tout le monde a envie de dire aux gens ce qu'il faut faire, mais bon, il faut quand même que quelqu'un accepte de faire tes ordres, accepte de travailler pour toi. C'est pas facile en fait. C'est pas juste une question, tu les payes. Enfin, tout le monde peut payer quelqu'un. Mais amener quelqu'un à faire ce qu'il doit faire pour ta vision, ça, il faut grandir, tu vois. Il faut, donc, pareil, c'est en fait un truc que les gens ne savent pas, c'est que les entrepreneurs sont très soumis à leurs employés en fait. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une geste. Pour avoir une grande équipe, il faut être soumis à cette équipe, il faut leur demander la permission, il faut les embarquer. Mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, c'est l'émergence du code et de l'Internet. Coder quelque chose, tu as besoin de la permission de personne. Ça, c'est magique. Tu as une idée, tu la codes, ça marche pas, ça marche pas. Pareil pour les médias. Aujourd'hui, avant, moi, si j'avais besoin de parler à des millions de gens, il fallait que j'aille voir le patron de TF1, que je me soumette à sa guise, que je le supplie de me donner un créneau. Tu vois, il y avait tout un cérémonial de courtisans. Avant, tu vois une vidéo où tu es mal peigné avec des taches sur ta chemise sur YouTube, des millions de gens suivent parce qu'ils trouvent ça intéressant, parce qu'ils en parlent, parce que tu n'as plus besoin de permission. Et le code et les médias de ce nouveau genre, c'est deux leverages, c'est-à-dire des leviers de puissance qui n'ont besoin d'aucune permission. Et ça, je pense que ça. Et je pense que en fait, la guerre dans laquelle on est en train de rentrer, c'est une guerre entre tous les gens dont le succès est dû à la permission de quelqu'un, et que c'est un système féodal avec des vassaux et des machins, et de l'autre côté des Vikings qui ont demandé la permission à personne. Et c'est pour ça que c'est si intéressant d'étudier les Vikings, c'est parce que je pense que le monde des affaires est plein de féodalité, plein de liens, de seigneurs, vassaux, etc. Et je pense qu'on est comme au 8e siècle, dans une opportunité viking où il y a tout ça qu'on peut aller piller, qu'on peut aller chercher, qu'on peut prendre, et on a besoin de demander la permission à personne. On a juste besoin de créer de la valeur. Et Dieu merci, contrairement aux Vikings, on a besoin de tuer personne, on n'est plus dans des sociétés violentes, tout ça est très métaphorique, on est dans des sociétés civilisées, on peut faire des blagues en ligne et faire du mal à personne, tu vois. Et je trouve que c'est une opportunité incroyable, parce que le grand problème des sociétés moyenâgeuses, c'est que tout ça a été réel comme guerre. Il y avait du sang, il y avait des orphelins, il y avait des morts, c'est horrible. Là maintenant, on a la même structure de bataille, les mêmes enjeux, mais il n'y a plus de sang. Il n'y a plus que de l'esprit, des territoires, des affaires. T'as raison, tu gagnes de l'argent, t'as tort, t'en faire. Et je trouve ça incroyable. Je trouve qu'il y a... Et vraiment, maintenant, je divise le monde entre les gens qui ont demandé la permission ou pas. D'ailleurs, Macron est un cas très intéressant pour ça. Parce que Macron, la presse française, à chaque fois qu'elle en parle, elle a besoin de parler de qui sont les mentors de Macron. Jacques Attali, Alain Minc, je sais pas quoi. Et quand tu regardes en fait qui est Macron, Macron c'est un mec qui n'a pas de mentor en fait. C'est un mec très seul, qui a demandé la permission à personne, qui est sorti des partis, qui est sorti machin. Même mon associé Nicolas Collin a eu beaucoup de mal à comprendre ça. Tu vois. Il me disait ouais mais jamais de la vie il pourra faire sans parti tout. Moi je l'écoutais, je me disais ouais bon machin. Mais en même temps je voyais un truc hyper enthousiasmant d'un mec qui a réussi à ex nihilo créer un truc de 0 à 1. Et je pense que maintenant cette opportunité elle est possible dans tout. Elle est possible dans les médias, elle est possible dans l'internet, elle est possible dans la finance, elle est possible dans... Tu peux faire le choix. Alors,
Faire le choix de demander la permission à personne, c'est prendre le risque de se prendre des coups. Hein. C'est pas... Mais je trouve ça plus enthousiasmant que ce rapport très malsain de soumission et de domination. C'est beaucoup ça. Ça fait penser à Tim Ferriss qui dit demander pardon, pas permission. Ouais, exactement. Ask forgiveness, not permission. Je n'avais jamais compris cette phrase. Parce qu'avant, je la comprenais toujours en mode tu fais des choses, c'est pas grave si tu heurtes. Alors, j'avais pas. Maintenant, je me dis vraiment, en fait, le monde, il y a deux territoires. Il y a tout ce que tu peux faire sans permission et tout ce que tu as besoin de permission. Et c'est pas le même type de personnalité qui peut thrive, qui peut. Je sais pas comment on dit. Ouais, grandir, réussir. Prospérer, voilà, c'est ça le bon mot. Prospérer. Quel est le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? En temps, en argent, en énergie, un peu de n'importe quoi. Le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, c'est The Family. Hein. C'est créer The Family? J'ai créé The Family, ouais. Donc c'était prendre le risque de créer une Ouais, alors, The Family, c'est incroyable parce que j'ai réussi à créer quelque chose qui est parfaitement en adéquation avec qui je suis. C'est-à-dire que moi, je suis pas très focus. The Family, c'est pas focus et c'est une force. Je change de sujet tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle start-up dans un nouveau sujet. La deuxième chose, c'est que ce que j'aime le plus au monde, moi, c'est enseigner. Et j'ai une plateforme d'enseignement qui est unique. Tu vois, moi, j'adore écouter 50 personnes qui me racontent 50 histoires, les synthétiser, en créer une nouvelle histoire et en créer une sorte de quintessence que tu peux avaler et hop, t'es reparti travailler. Et il n'y a rien de plus que j'aime plus que les gens. Moi, je suis vraiment fasciné par les gens et leurs détails. J'adore leurs histoires, j'adore ce qui fait d'eux quelqu'un d'unique. C'est ce qui m'obsède, moi. Pourquoi on est tous uniques? Pourquoi on a tous quelque chose d'intéressant? Récemment, dans mon équipe, il s'est passé une scène assez marrante où il y a quelqu'un de notre équipe qui a eu un rendez-vous pas très intéressant avec quelqu'un et il s'en est plaint à l'un de mes associés. Et cet associé a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit tu sais la différence aujourd'hui entre toi et Oussama? Il parlait à cet employé. Il dit tu vois, Oussama, ça fait 5 ans que je le fréquente dans The Family. Et à chaque fois qu'il fait un meeting avec quelqu'un, il apprend quelque chose. Il peut rencontrer le pire des tocards, il apprend quelque chose. Toi, tu as 5 minutes ou 10 minutes dans ta vie qui ne sont pas à la hauteur du fantasme que tu t'es fait dans ta vie, tu gères. Tu te plains. Tu viens nous faire chier. Il faut filtrer les rendez-vous, il faut machin. La vie, ça ne se filtre pas. Dans la vie, il faut prendre le meilleur de tout ce qui t'arrive. Et c'est à toi de trouver de la valeur. Quelque chose qui est déjà sexy n'a pas besoin de nous. Et ce qui est incroyable à The Family, c'est qu'on est capable de transformer. Tu vois, c'est quand on prend un mec qui ne sait pas raconter son projet, il monte sur scène et bam, il sait le raconter. C'est quand on prend quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, bam, il a confiance en lui. On prend quelqu'un qui n'a pas vu qu'en fait son marché c'est ça, et bam, grâce à nous, il change de marché. Et d'avoir autant d'impact sur autant de gens, c'est une drogue dure. Je parlais de drogue tout à l'heure, celle-là, je kiffe. J'ai la tête dedans toute la journée. Et c'est la meilleure chose. Et tu sais ce qui est fou, c'est que The Family, c'est le premier projet de ma vie que j'ai créé sans vouloir qu'il marche. J'avais un problème moi avant, c'est que j'avais tellement envie de succès, j'avais tellement envie de réussir que j'étais prêt à faire les pires conneries du monde juste pour survivre et réussir. Tu sais, c'est le côté ex-pauvre. Ça aide pas de grandir pauvre. Parce que quand tu grandis pauvre, tu as l'envie, tu as la rage, Comment? C'est bien, non? Ouais, mais ça t'apporte du bien, mais tu payes un prix qui est que des fois, tu fais des choses où c'est pas cool. Quoi. Et en fait, c'est marrant parce que The Family, c'était un moment dans ma vie où je me disais vraiment, ouais, j'ai raté ma boîte. J'étais tombé tellement bas, je me disais, ouais, je peux que monter, quoi, en fait. Et tu sais, récemment, j'ai entendu cette interview de la Roumaine là, qui a gagné la finale de Roland Garros là, il y a quelques semaines. Tu sais, elle était sur le point de perdre. Ouais, elle était vraiment sur le point de perdre. Et elle dit, bon, je me suis dit, c'est perdu. Je vais jouer pour me faire plaisir. Et là, bam, 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 elle remonte. Et tu sais, t'as une sorte de truc transcendantal. Et The Family, c'est la même chose.
Tu vois, quand Alice, elle m'a dit, ouais, on va faire un incubateur et tout, j'étais là, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai jamais gagné de pognon. Et puis, je sais pas, j'étais très amoureux d'Alice professionnellement, j'avais envie de faire un truc avec elle, j'avais envie de faire un truc avec Colin. Je me suis dit, tu sais quoi? Tu fais un truc de 3 ans, tu te reposes, tu rencontres des gens. Et là, tu te fais plaisir. Et bam, bam, tu vois, les trucs se mettent, enfin, ce qu'on a vécu dans les 5 dernières années, je souhaite à tout le monde de vivre un jour ça dans sa vie, quoi. Tu vois, tu pars de rien, tu as quelque chose. Maintenant, on est dans 3 pays, on est 70 personnes. Tu vois, mais ça s'est fait hyper organiquement, en fait. Il y avait pour une fois, il n'y avait pas de plan pour conquérir le monde. Non, il y avait juste, on joue coup par coup. Et on essaie juste d'être malin. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des pièces qu'on sacrifie, il y a des pièces qu'on ne sacrifie pas. Et ça s'est fait naturellement. Et ça, vraiment, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. C'est cette année sans salaire que j'ai passée à The Family pour créer The Family. C'est vraiment... alors que Dieu sait qu'à l'époque, je gagnais vachement bien ma vie à faire du consulting pour des gens qu'on n'avait pas besoin. donc j'aurais pu continuer à être un consultant. Mais non, j'ai tout lâché pour ça et je le regrette pas. Et pourquoi tu crois que ça a mieux marché de ne pas avoir de plan plutôt que d'avoir un plan de bataille? Je sais pas, je crois que... Il faut avoir un plan quand même. Bah, je me demande en fait. C'est la différence entre faire les choses parce que tu es attiré par le soleil et tout ce qui brille, et faire les choses parce que tu aimes le voyage et que tu flânes. Et bien sûr que toutes les startups parlent d'avoir un plan, machin, et que c'est normal, c'est naturel. Mais moi je vois à The Family, les mecs qui réussissent le mieux sont les gens qui arrivent à être le plus naturel en fait. Mais c'est dur d'être naturel, parce que ça demande beaucoup de confiance, beaucoup de confort, beaucoup de force mentale. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Donc je vais pas te conseiller de ne pas avoir de plan, parce que si tu as un plan et que ça te rassure, il n'y a pas de bonne façon de faire. Mais je vois bien qu'il y a une façon de faire qui est quand même hyper forte. C'est sans doute pas la seule, c'est sûr. Mais flâner, ça a un pouvoir assez magique en fait. Assez magique, je trouve. Donc peut-être qu'avoir une carte mais pas la respecter, ça peut être mieux. Ouais. Avoir un plan et pas la respecter. Tu peux avoir un plan et pas le respecter. Pourquoi faire un plan dans ce cas-là? Mais encore une fois, whatever works. C'est comme dans la vie intime, c'est comme dans... faut trouver qui tu es, il faut trouver ton équilibre. Faut pas... Il n'y a pas une façon... Il n'y a pas une façon de cuisiner, il n'y a pas une façon de faire l'amour, il n'y a pas une façon de créer une boîte. Faut aussi savoir t'écouter et te trouver, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les méthodes sur Internet et tout, notamment ce qu'on vous dit sur YouTube. Faut jamais oublier que tout ça, c'est un exemple parmi tous les exemples, en fait. C'est pas... Puis il y a des modes. Il y avait le Lean Startup. Bientôt, il y aura la Fat Startup. Tu vois, mais c'est pas grave. C'est bien sûr. Je pense que le niveau 1, c'est de comprendre les règles. Le niveau 2, c'est d'appliquer les règles. Le niveau 3, c'est de créer les règles. On devrait tous tendre vers le niveau 3. Ça prend du temps, mais il y a toujours un moment dans la vie où tu as envie d'écrire l'histoire dans tes règles. The Family, c'est un moment où j'ai eu le courage de me dire on va créer nos règles. On s'en fout des règles. Tout ce que les autres font, ça ne nous concerne pas. En partant sur des principes et une structure quand même logique, ou c'était pas de l'aspect d'intuition? Non, il y avait beaucoup de valeurs. D'accord. On est des rebelles, on est courageux, on est bienveillant, on est ambitieux. Tu vois, c'était les 4 piliers sur lesquels tout ce qu'on faisait. Est-ce que c'était rebelle? Est-ce que c'était courageux? Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que c'est bienveillant? Et si ça répondait à peu près à ce framework, on faisait. Si ça répondait pas à un des critères, on ne faisait pas. Bon, y en a un, on est rebelle, ça ne peut pas durer toute notre vie, malheureusement. Tous les rebelles finissent par devenir des bourgeois. Ça commence. Je le vois au nombre d'invitations mondaines qu'on reçoit. On en a de plus en plus par an. C'est triste, moi ça m'attriste. Un moyen de relancer la boucle? Non, mais il n'y a pas besoin, c'est un cycle, c'est normal. Ouais, c'est pas, il faut accepter. Tu sais, je fais souvent la blague en interne que j'ai hâte de rencontrer tu vois, on fréquente beaucoup de gens beaucoup plus jeunes, qui ont 16 ans, 18, 19 ans, comme toi, à 20 ans. Et moi j'adore, parce que
j'adore à quel point ils n'ont pas de tabou sur. Toi, rien ne les impressionne. Quand tu es jeune, tu as ce côté magique qui est que, comme tu n'as pas encore de recul sur ce qui est dur et facile, tu as l'impression que tous les gens autour de toi sont des tocards et qu'il n'y a que toi qui va. Mais c'est génial. Tu vois, les gens, quand les vieux sont là en mode ouais, c'est pas si facile, attention jeune homme, moi qui ai de l'expérience, vas-y ta gueule. Mais moi j'ai envie d'être un vieux qui me fait défoncer par des jeunes. J'aimerais bien qu'un jour un mec vienne et dise ah, The Family c'est nul, j'ai créé la cousinade et nous on va tout faire différent. Et tu vois, ce serait cool quoi. Je pense que je vivrais ce moment de destruction avec autant de joie que j'ai vécu cette création. Et puis ça m'amusera, tu vois. Alors évidemment, j'essaierai de les terrasser pour voir s'ils sont solides ou pas. Mais s'ils gagnent, s'ils perdent, je serais très heureux parce que ça voudra dire que je suis toujours in the game. Et s'ils gagnent, eh ben, je me dirais, voilà, ça y est, c'est à eux, c'est leur temps. Et c'est cool. Et tu sais, ma mère, elle dit un truc qui me fascine beaucoup, c'est pourquoi les vieux en France sont aussi durs et horribles. Il y a un truc avec les vieux dans ce pays, tiens, les voisins, nous ici, ils sont chiants. Un côté, faites du bruit, mais ça va, va vivre un Neuilly. Il y a un moment. Et c'est marrant parce qu'elle me dit, oui, tu vois, au Liban, les vieux, c'est des gens qui aident, qui sont sympas, machin. Bon. Il y a un côté de la Méditerranée. La Méditerranée est très comme ça, les peuples de la Méditerranée. Bon, en France, il y a un côté, on est vieux, on a raison. Fiché. Mais moi aussi, un jour, je vais être vieux. Et ben, j'aimerais bien être un vieux qui n'a pas de préconception, qui sait que ce qui était vrai à son temps n'est plus vrai aujourd'hui, qui sait que les choses changent, qui sait que rien n'est permanent, qui sait que tout est fait pour mourir. Donc créer des choses pour qu'elles meurent un jour, il faut arrêter cette crue que... Je veux dire, qu'est-ce qu'on est le sapiens, c'est 200 000 ans, la civilisation, c'est 5000 ans, nos sociétés contemporaines, c'est quoi, 50 ans, 60 ans à peu près. Enfin, c'est une blague. Heureusement que les choses changent, tu vois. Sur 4,5 milliards d'années d'histoire de l'univers, on est une... Donc je comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi les gens ne sont pas plus enthousiastes au chaos. Tu vois, on devrait tous souhaiter le chaos. On devrait se dire, cette force destructrice qui ravage tout et crée du nouveau, je trouve que c'est une force magnifique, en fait. Parce que c'est cool. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, ils font des choses qui n'étaient pas possibles. Je vois tous les entrepreneurs là, de 19, 20, 21 ans qui créent des boîtes, ils ont des courbes d'apprentissage que moi, j'aurais jamais eu à leur âge. Moi, j'ai mis 5 ans à comprendre comment ça marchait, 10 ans à faire une boîte. Maintenant, les mecs, en 2 ans, ils font des trucs parce qu'ils ont des mentors, parce qu'ils ont Internet, parce qu'ils ont des amis. Mais c'est cool. Enfin, tu vas pas... Tu vas les regarder et leur dire attendez, il faut prendre 10 ans parce que moi ça m'a pris 10 ans. Va te faire foutre. Évidemment que si à chaque génération elle est un peu plus gâtée que la génération précédente, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. C'est vraiment ça en fait. Moi je trouve que le fait qu'à The Family il y a plein de problèmes que les entrepreneurs ne rencontrent jamais, alors qu'avant les entrepreneurs s'en prenaient plein la gueule et que donc ils sont un peu pourri gâtés, et ben moi je trouve ça génial. Je trouve que j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail, que les gens soient un peu pourri gâtés. Il faut arrêter. Voilà. Tu veux quoi? Sous prétexte que toi t'en as pris plein la gueule, tu veux que tout le monde en prenne plein la gueule sur des générations. Puis c'est un égoïsme. Si c'était vrai, on serait toujours dans les cavernes à couper du silex et à avoir peur de dormir pour qu'une bête vienne nous bouffer, quoi. Bon, il y a des gens, ils ont fait des vrais progrès, ils ont fait avancer l'humanité pour que les gens de la génération d'après soient plus favorisés. C'est comme ça. C'est un bon truc d'être pourri gâté. Ça veut dire que ça a marché, quoi. On n'a pas envie de revenir à des temps. Question suivante. Est-ce qu'il y a une chose, une habitude peu commune ou une chose absurde que tu aimes? Oh putain, il y en a tellement. Il y en a une secrète que j'ai jamais dit à personne. Je sais pas si je te donne l'exclu. Mais je te trouve sympa, je te donne l'exclu. C'est un peu bête, hein. C'est très absurde. Mais je suis très superstitieux. J'ai beau être rationnel, la science, le machin, je sais pas pourquoi, je crois beaucoup à la chance. Notamment parce que j'ai eu plein de fois dans ma vie où il m'est arrivé des trucs où je me suis dit putain, mais merci les dieux.
Enfin, je sais pas si c'est Odin, Zeus ou Shiva qu'il faut, ou Bouddha qu'il faut remercier. Je sais pas trop comment il s'appelle, mais putain, j'ai vraiment l'impression des fois d'avoir le cul bordel. Et alors, j'ai une croyance un peu absurde, c'est que la chance vient quand on en donne autour de soi, et que la chance, ça se respecte. Alors, tous les mois, je fais un truc. Non, je sais pas si je dois le raconter. Ouais, c'est vraiment absurde. Tous les mois, je prends 200 € en billets de vin que je cache dans la rue. C'est trop bien. En espérant que des gens aient un vrai moment de joie en trouvant 20 € à des endroits absurdes dans la rue. Et de temps en temps, je repasse à l'endroit où ça a été caché pour voir si ça y est toujours. Ça y est jamais. C'est dingue. Même des endroits vraiment absurdes, les gens finissent par trouver. Et j'imagine vachement la tête des gens, tu vois, qui trouvent 20 €. En plus, je trouve 20 €, c'est un petit budget, tu vois. Alors c'est marrant, j'ai raconté ça à quelqu'un et il m'a dit, ah, c'est horrible, 200 €, c'est beaucoup d'argent pour les gens. Va te faire foutre. J'emmerde les gens qui pensent ça. Je le dis, si vous voyez cette vidéo et que vous pensez que c'est du gâchis, je vous emmerde. C'est vraiment, je pense que l'argent c'est fait pour circuler, je pense que l'argent c'est mortel. Je pense que l'argent que j'ai gagné, je l'ai mérité, donc j'en fais ce que je veux. J'ai pas de leçon de morale à recevoir là-dessus. Mais je trouve ça trop bien de donner de la joie au hasard. Et c'est pas égalitaire, c'est complètement absurde, c'est complètement chaotique. C'est trop bien. Mais c'est un des trucs qui me, c'est un des trucs absurdes alors je dis tous les mois, mais c'est pas vrai, je le fais pas tous les mois, mais je le fais quelques fois par an. Et j'aimerais bien avoir la discipline de le faire tous les mois, mais j'oublie souvent. Mais je sais pas, j'adore ce truc. J'adore l'idée d'imaginer quelqu'un qui tombe là-dessus. Et de l'avoir rendu heureux. Ouais, de l'avoir rendu heureux, etc. Qui raconte ça à tout le monde. Et d'ailleurs, un achievement, ça serait si un jour quelqu'un vient me raconter que... Il a trouvé un billet de Ouais, je ferais bien. Tu dégages le coup ça, demander un peu. Ah, laisse tomber, à des endroits invraisemblables. C'est quoi le bord de la Un jour, j'étais dans un hôtel, dans une chambre, dans une mansarde, et je l'ai caché dans le toit, dans la tuile, en l'accrochant bien. Et quelqu'un l'a trouvé, quoi. Ah bon, t'as trouvé Parce que je suis retourné plus tard et j'ai vu qu'il n'y était plus. Et il pouvait pas tomber, quoi. Mais, non, il faut des endroits un peu marrants, des parcs, des fois je fais un peu par hasard, je laisse un truc. Il y a un truc, une fois je l'avais fait à The Family, j'avais laissé 20 € en évidence à The Family. Ça m'énervait, je revenais tous les jours et personne ne l'avait pris. Je me disais putain, c'est trop honnête les gens qui... Bon, quelqu'un a fini par le prendre. C'est comme à 42, tu peux laisser tout le monde laisser ses affaires partout parce qu'on s'en fout et c'est des caméras. Ok, super, j'adore, c'est vraiment un livre habitude. Est-ce que, quelle est dans ces 5 dernières années une croyance, un comportement, une habitude qui a le plus amélioré ta vie? Une croyance, une habitude qui a le plus amélioré ma vie. Une croyance, un comportement ou une habitude? Okay. Ou le trois. Ou autre chose. Alors là, elles sont profondes tes questions. Je pense que j'ai changé d'avis sur un sujet assez profond et ça a eu beaucoup d'impact sur moi. J'ai grandi en pensant que la vérité était quelque chose de réel, qu'il y a des choses vraies et des choses fausses. Et j'ai fait de la philo et j'ai eu la chance d'avoir des profs incroyables. J'ai compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et qu'en fait, les critères de vérité sont très 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 compliqués. C'est un sujet de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et qu'en fait, le vrai enjeu, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui fait du mal. Et c'est un enjeu beaucoup plus compliqué en fait. Tu vois, c'est pas facile d'être toujours dans la vérité, c'est facile d'être dans le mensonge. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait du mal. Et que c'est vraiment ça la question de l'homme vertueux. Et je pense que c'est la prise de conscience qui a eu le plus d'impact positif sur ma vie. Je pense que j'essaye de faire le bien autour de moi. J'essaye de rendre les gens heureux, j'essaye d'avoir un impact positif sur leur vie et ça a beaucoup d'importance pour moi. Je pense que c'est la croyance. Et le fait de croire que c'est possible en fait. Que tout le monde a le droit à la quête du bonheur et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas chacun notre version de ça.
Évidemment, il y a des gens, ils vivent des choses. T'as des drames personnels. On va dire, des fois, c'est ce que j'aime pas avec les histoires de développement personnel. Ouais, tout est possible. Il y a ce mec, il était en cancer, phase terminale. Il a bouffé du quinoa en y croyant. Ah, il est soigné. Ouais, je vais t'amener à en rencontrer 20 cancéreux en phase terminale, puis tu vas leur expliquer tes conneries. Puis on va voir où ça te mène. Donc non, évidemment, c'est pas... malheureusement, des fois, la vie est plus forte que toi. C'est vrai. Mais, grosso modo, sur la majorité des gens qui vont bien, c'est privilégié. Ouais, il y a beaucoup de gens privilégiés de ce sens-là. C'est cool. Tu vois, tu peux avoir un impact positif sur eux. Alors évidemment, tu peux pas avoir un impact sur l'humanité, tu peux pas. Ça fait longtemps. Quand j'avais ton âge, je rêvais vraiment d'avoir un impact sur le monde. Tu sais, genre sauver les gens des grands problèmes et tout. Mais en fait, tu comprends que la macro, ça marche pas. Tu veux changer le monde, change toi-même. C'est beaucoup plus prédictible, beaucoup plus simple. Les raisonnements macro, c'est souvent des conneries. Les raisonnements micro, c'est souvent juste. Donc, pars du micro, tu veux que des gens gagnent leur vie, crée-leur un boulot. C'est beaucoup plus prédictible que d'imaginer une politique macro de je sais pas quoi, d'aide sociale. Faire un truc micro qui est escalade pour changer le plus. Ouais, je pense que ça a beaucoup plus d'impact. Et tout le monde change le monde à sa façon. Faire quelque chose de nouveau, c'est changer ce monde. C'est pas grave si c'est... tu sais, même Dropbox a changé le monde. Hein. Dropbox? Ouais, je prends souvent cet exemple parce que les gens disent « Ah, Dropbox... » Bah oui, mais je suis sûr que Dropbox ça a permis à des gens d'échanger des fichiers qui avant ils échangeraient pas. Je suis sûr qu'ils ont permis des découvertes scientifiques qui avant n'étaient pas permis. Ouais, c'était les pionniers du cloud, machin. Donc il n'y a pas de cause noble et de cause non noble. Il faut se méfier d'ailleurs des causes nobles. Moi je me méfie souvent des gens qui disent oui, moi je suis là pour sauver l'Afrique, je suis là pour... Ouh là là, ouh là là. Ça revient un peu avec ce que tu disais, il n'y a pas de vérité ou de faux, c'est que du bien ou du... Ouais, exactement. C'est pareil, il n'y a pas de cause noble et tout, il y a que ce qui fait du bien. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire que les deux forces, du coup, bien mal, c'est un peu leur construction, apport, enrichissement, abondance, et destruction, scarcity, pauvreté. Ouais. C'est un bon... tu peux voir ça par l'output, ouais, exactement. Puis, on a un sens assez simple du bien et du mal. On a la chance, beaucoup d'entre nous, de vivre des vies où on n'a pas des arbitrages moraux terribles à faire. C'est pour ça que je ne ferai jamais de politique. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui font de la politique, parce qu'ils sont tous un jour dans une pièce où ils doivent prendre une décision où il n'y a pas de bonne réponse. Tu leur demandes de faire de la macro, peut-être. Ouais, mais ils n'ont pas le choix. T'imagines, tu dois décider de tuer quelqu'un pour sauver des milliers de gens. Peut-être qu'ils ne devraient pas avoir à prendre leur décision. Il n'empêche, le monde les oblige à les prendre. Donc, si tu veux que théoriquement ils doivent le prendre ou pas, ils sont dans ces situations. C'est très difficile. Et vraiment, jamais je veux vivre ça. Je suis beaucoup trop faible pour ça. je ne veux pas être dans cette situation. Je trouve qu'on a un confort moral incroyable dans le monde des affaires à être sur des sujets où les enjeux sont tellement plus faciles, quoi. The Family, j'ai jamais de dilemme moral. C'est incroyable comme confort. C'est cool. Et je trouve qu'on devrait encourager les sociétés démocratiques à se développer, non pas parce que la démocratie est un meilleur système, mais juste parce qu'elle permet aux gens cette liberté d'être frivole. C'est beau d'être frivole. C'est une liberté incroyable. Tout le monde la veut. C'est souvent quand tu lis les articles de journaux, tu es très moralisateur. Il faut prendre au sérieux. Problème du Darfour, il faut prendre au sérieux. Ouais, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Rien. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin? Et alors, évidemment, on va m'accuser de cynisme, on va dire, ah, mais c'est pas comme ça, machin, mais je pense pas. Je pense que si on avait tous cette approche micro, enthousiaste, flâneur, on arrêtait de prendre des décisions catastrophiques sur le reste du monde, et peut-être que, de façon très utopique, on aurait des choses plus sympas quand même.
Donc être proactif et se concentrer sur son contrôle. Exactement. Quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant intelligent et motivé qui s'apprête à rentrer dans la vie réelle? De faire les études les plus théoriques possibles et de faire les stages les plus pratiques possibles en même temps et de maximiser les expériences. Pourquoi? Alors, théorique parce que la théorie c'est ce qui va survivre. Les savoirs pratiques ça change vite. Si tu prends le cas des gens qui apprennent à coder, tu peux apprendre bêtement à scripter. Ce qui est intéressant c'est de comprendre les concepts profonds derrière les langages. Si tu arrives à comprendre ça, les langages peuvent changer. Les sujets, les modes peuvent passer. On peut passer d'une node à machin, un rugby, tu retrouveras toujours sur tes pieds. Si tu prends ça par le petit bout de la lorgnette et que tu apprends à scripter, dès qu'une techno change, tu es complètement perdu. Donc tu deviens conservateur, résistant, tu n'as pas de résilience, c'est horrible. Donc la théorie, c'est ce qui te permet de naviguer quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que la théorie, c'est très important. Apprendre à compter, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre les vrais sujets fondamentaux. Ça, c'est hyper important. Et faire un max de stages. Les gens ne font pas assez d'expériences. Et même des expériences à la con, aller travailler, faire un projet, organiser un voyage, aller travailler dans une assoce, arrêter de se prendre la tête de vouloir faire des grands trucs. Faire des dizaines de petits trucs sympas avec une date de début, une date de fin, un outcome précis, et juste voir qu'est-ce qui se passe dans ce process. Qu'est-ce qui se passe quand on améliore les choses, quand on fait des choses concrètes, etc. Je pense que quand on est jeune, on fait un max de ça, on remplit un compteur qui ensuite est utile toute sa vie. Et en plus, il faut vachement profiter de ce temps économique très intéressant où on peut faire des choses sans aucun attrait pour l'argent. On dit toujours, ouais, il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas se vendre gratuitement. Moi, le meilleur travail que j'ai fait dans ma vie, c'est de travailler gratuit. Parce que quand tu travailles gratuitement, c'est les gens qui travaillent pour toi, pas toi qui travailles pour eux. C'est le gratuit, c'est une puissance infinie en fait. Si tu le fais bien, alors évidemment, il ne faut pas travailler gratuitement toute sa vie, mais les choses se font naturellement en fait. Il faut arrêter ce truc de... Et puis, tu sais, il y a ce côté un peu... alors toutes les générations ont des problèmes, ta génération a un problème de promesses. On vous dit tous que vous êtes unique, incroyable, brillant, beau, puis vous arrivez dans la vraie vie et personne ne vous répète ça, quoi. Ouais, c'est un choc. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez accès à un niveau de ressources et d'informations qu'aucune génération n'a jamais eu. Et que si vous êtes en position de faire la différence, vous serez sur le long terme en position d'avoir des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut faire, il faut apprendre. Il y a trop de gens qui veulent créer leur start-up plutôt que de travailler dans une start-up. C'est idiot. Il y a cette histoire que j'adore que Mozart raconte. On vient voir Mozart et on lui dit Mozart, je voudrais écrire une symphonie. Vous n'avez pas un conseil ou deux pour moi? Mozart il dit mais attends, tu veux pas commencer par une forme musicale plus simple? Une fugue, un truc. Et Mozart il dit, l'autre il dit non Mozart je comprends pas, vous avez écrit votre première symphonie, vous aviez 6 ans. Oui mais moi j'ai demandé à personne comment faire. Et donc bien sûr qu'il y a des mecs qui vont créer leur boîte à 20 ans. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont touchés par la grâce. Bien sûr qu'il y a des gens, ils vont faire leur première boîte à 19 ans comme Zuckerberg et ça va s'appeler Facebook. Mais la grâce ne touche pas tous en fait. Et il faut savoir être réaliste par rapport à qui on est et apprendre les choses qu'on a à apprendre. Tu vois. Et je pense que beaucoup de gens devraient aller faire des stages dans des startups, apprendre à travailler avant de créer leur propre startup. Ils devraient multiplier les expériences de vie. On n'a pas assez d'expériences de vie quand on est jeune. C'est trop triste, les gens passent 5 ans à l'école, ils font un stage standard, ils vont dans une entreprise standard et après à 30 ans, ils sont déprimés, ils prennent de la drogue et ils disent « Ah, où va ma vie ?» Ça, c'est ma génération. C'est tous mes potes que j'embrasse. Je vous aime les gars, mais vous me faites chier. Enfin bon. Donc voilà, ça marche pas comme ça la vie. La vie, ça marche par l'expérience. C'est cette tension entre la théorie et l'expérience. C'est pour ça que les cours pratiques, c'est de la connerie.
Personne n'a de cours pratiques de sexualité. Sauf si on l'utilise juste après. Mais même, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est regarder le truc par un bout trop petit. C'est trop artificiel. Imagine qu'on te donne un manuel sur comment faire l'amour. Comment t'écris un manuel sur comment faire l'amour? Ça n'a aucun sens. Parce que tu peux l'utiliser 10 minutes avant de faire l'amour, tu utilises un truc précis, puis tu intériorises. Mais tu vas être une machine horrible qui va manquer d'intériorité, qui va manquer d'intégrité, et qui va... C'est vrai que tu sais, moi je regarde des trucs parfois, c'est vachement utile là. Ouais. Je crois pas beaucoup moi aux machines. Quels sont les mauvais conseils que tu entends souvent? Ah, qu'il faut s'associer avec des gens complémentaires. Ok. C'est le plus pire conseil, je pense, qui est donné le plus souvent, parce qu'il repose sur le fait de croire que les compétences n'ont pas d'impact sociologique. Quand tu aimes la code, tu es forcément sociologiquement quelqu'un qui peut passer des heures derrière un ordinateur, donc tu es différent d'un vendeur. Et la probabilité que ces gens-là se complètent et se respectent en tant que cofondateur, elle est très faible. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de divorces cofondateurs. Il faut chercher des gens. Un cofondateur, c'est pas un employé. Bien sûr que des devs doivent embaucher des sales, ou que les sales doivent embaucher des devs, mais ton cofondateur, c'est quelqu'un que tu dois choisir parce que c'est quelqu'un que profondément, tu sais qu'il résistera sur le bateau. Quand tu seras low, il sera up. Quand tu seras up, il sera low. Et que donc vous vous co-soutiendrez. C'est ça un vrai cofondateur. Parce que là, qui te modèle plutôt que. Ouais, je pense. Après, quand tu es complémentaire et que tu partages les mêmes valeurs, ça c'est incroyable. Ouais. Mais c'est un truc de second ordre. Le premier ordre, c'est de partager la même vibe, les mêmes valeurs, la même esthétique du monde. Les beaux cofondateurs sont des gens, ils ont l'air de se ressembler. Ils se ressemblent souvent physiquement, les bons cofondateurs. C'est marrant. Quand les gens me disent ouais, il faut être complémentaire, je leur dis ouais, Larry Page, Sergey Brin, très connu ça. Très complémentaire, les mecs. Sergey Brin, le hustler. Bah, ça n'a aucun sens. Sergey Brin, c'est un geek comme Larry Page. Ils sont tous les deux pareils, ils étaient à Stanford en computer science. Tous d'ailleurs. Ouais, tous. Paul Allen. Ouais, Paul Allen et Bill Gates, etc., etc. Même Steve Jobs, si vous dites, c'était deux geeks aussi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que ça a explosé entre eux. Il y en a un qui voulait rendre le monde open source, l'autre qui voulait le fermer. Donc, peut-être qu'à un moment, ça finit par exploser. Quoi. C'est dans une vision. Voilà. Tu peux juste me donner 10 quick facts de ta vie pour que je puisse faire une petite mini-biographie au début? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort.